On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une artiste et entrepreneur qui vient de lancer sa première maison d'édition à thématique de sorcellerie. Mais tout d'abord, on vous parle de la Fondation Santé. Avec un pari calculé, si vous voulez, on décide de ne pas renouveler le défi Je bouge et d'y aller davantage vers un demi-marathon ce printemps. Grosse nouvelle du côté de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, qui, entre autres, tenait son événement phare, le défi Je bouge, depuis les 17 dernières années. Or, on fait un choix important de laisser cette activité de côté et d'y aller plus tôt avec un demi-marathon. Pour en parler, sa directrice générale, Julie Coupal. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour, Éric. Décision importante quand même. Quand même, mais réfléchie. mûrement réfléchie. Pourquoi? Bien, bon, ça faisait quelques années, avant même la pandémie, je dirais que le défi de Je bouge était livré, mais vraiment à bout de bras. Tu sais, c'est un événement qui demande beaucoup de ressources. Il y a quand même des coûts relativement importants. Puis, bien, pour l'équipe de la Fondation, ça a toujours été difficile à mener, mais toujours avec un sentiment de devoir accompli après, parce que c'est vraiment un bel événement. Ça fait partie de la mission de la Fondation depuis tant d'années. Tu sais, on travaille fort, mais c'est le fun. Une fois qu'on le réalise, fait que, on rembarque tout ça. La pandémie nous a évidemment forcés à laisser tomber l'événement. On avait déjà, avant la pandémie, en fait, tenté de réfléchir, de trouver des idées pour augmenter le nombre de participants parce que c'était en décroissance au fil des années. Là. Même avant la pandémie, chaque année, on perdait des participants, puis chaque année, on essayait quelque chose de nouveau et c'était pas en croissance. Donc, encore une fois, en 2020, on se disait comment est-ce qu'on va pouvoir faire. On avait certaines idées, mais pour la pandémie est arrivée, on a mis une pause sur le défi. Et on s'est questionné à savoir si on le ramenait ou pas. Puis on s'est dit, bien, il faut qu'on se donne une chance quand même. Tu sais, est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Est-ce que peut-être que les gens vont avoir tellement envie de reparticiper que, tu sais, on va connaître un grand succès puis ça va valoir la peine de poursuivre tout ça. C'est pas ce qui est arrivé. Tu sais, on a livré un super de bel événement en qualité. Le nombre de participants n'était pas là, mais l'effort pour réaliser l'événement reste le même. Donc, on s'est vraiment questionné, mais c'est un dur choix parce que ça fait 17 ans, ça fait vraiment partie de la tradition à Saint-Jean. C'est une marque de commerce en même temps. En effet. C'est une forme de marque de commerce. Mais on peut comprendre, les gens qui gravitent autour des organismes qui font du bénévolat vont comprendre. C'est-à-dire qu'on doit faire des choix entre un événement X qui va nous coûter X en dollars, en frais de production, puis Y en nombre d'heures de bénévolat, pour arriver en bout de course avec un profit... en nombre d'heures de bénévolat et de ressources payantes aussi. Tu sais, les équipes permanentes, je veux dire, on est limité, là. On est des petites équipes, donc c'est beaucoup d'heures aussi. Autrement dit, tu peux avoir un super événement qui donne un super rayonnement et qui va demander beaucoup d'heures de bénévolat, qui va coûter cher en frais de production pour ultimement, oui, livrer un profit, mais tu peux avoir un autre événement qui va peut-être demander moins puis qui va rapporter plus. Bien, c'est exactement la réflexion qu'on a eue. À la Fondation, on a le désir de faire un peu moins d'événements, de développer des nouvelles sources de revenus, puis les événements qu'on a, de les maximiser à leur maximum, puis de mettre tout l'effort nécessaire. Donc, on avait vraiment la volonté, par contre, on avait un souci que l'événement de course à pied familial, grand public, demeure à Saint-Jean. Puis évidemment, on se disait, OK, c'est beau, on veut prendre la décision, mais de dire on n'a plus besoin de ces revenus-là, c'était quand même, c'était pas le cas. Fait que on cherchait une porte de sortie, en fait, puis on l'a trouvé. On a eu vent, finalement, qu'il y avait des promoteurs de courses qui souhaitaient venir s'installer ici à Saint-Jean. Le monde de la course à pied, c'est quand même difficile, c'est en changement aussi. Il y a des nouvelles modes qui arrivent. Le marathon des érables qui avait... à Saint-Grégoire depuis qui avait lieu avant la pandémie. Ils ont vendu des dossards durant 2 années. Ils n'ont pas été en mesure de faire l'événement. Fait que ça a été repris par l'organisation des courses thématiques. Et c'est eux qui souhaitaient venir faire l'événement ici à Saint-Jean. Donc, on s'est dit, on pourrait unir nos forces ensemble, c'est-à-dire les forces du défi Je bouge, du marathon des érables, qui étaient jadis les courses gourmandes, et l'expertise aussi des courses thématiques qui en font plein d'événements.
Donc, si on met tout ça ensemble, on va être en mesure de livrer un bel événement à Saint-Jean organisé par des professionnels qui vont trouver leur compte, évidemment. Et la Fondation, en faisant un partenariat avec eux, mais on continue de recevoir des dons en provenance des participants qui vont faire l'événement. Donc, on trouvait que la Ville y trouvait son compte parce que eux, en plus, ils ont vraiment un grand rayonnement au niveau provincial, au niveau de la course à pied. Donc, on va avoir pour la Ville de Saint-Jean, c'est intéressant. On va aller chercher des gens de l'extérieur. Pour les gens locaux qui veulent courir, ils vont encore avoir... C'est les mêmes distances qu'il y avait au défi Je bouge. Et puis, ceux qui soutiennent la Fondation, qui veulent courir pour nous, ils vont avoir la chance de le faire à travers cette course-là. Puis nous, bien, on se dégage de toute la logistique événementielle derrière ça. Quoi qu'on reste partenaire, on les appuie au niveau de la recherche des bénévoles, la mise en contact avec le réseau local. Pour vous, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Exactement, tout à fait. Est-ce que le demi-marathon va potentiellement rapporter autant ou à peu près de manière similaire les profits que vous aviez dans le temps avec le défi Je bouge? Non, c'est sûr que non, mais si on enlève les dépenses, le temps investi, peut-être qu'éventuellement, oui. Cette année, non, puisque... Parce que ça fait partie de l'entente, mais c'est tous les coureurs qui étaient inscrits, par exemple, au demi-marathon des Érables. Ils peuvent venir courir au demi-marathon de Saint-Jean. En fait, l'organisation honore leur inscription. Donc, évidemment, on ne recevra pas de l'argent des gratuités qu'ils offrent, mais après plusieurs années, on pense que le montant peut être intéressant. Nous, on va mettre nos efforts dans la course du commandant qu'on a testée l'année passée puis qui a connu vraiment un super de beau succès. Et on veut miser puis développer sur cet événement-là pour le futur. Bon, on revient aussi dans un événement dont le calendrier va être davantage au printemps qu'à l'automne. Oui. Mais il faut se rappeler qu'au départ, le défi Je bouge avec mon médecin, dans les premières années, ça se tenait au printemps. Il y a eu les inondations de 2011 qui ont forcé le report à l'automne, ce qui a été conservé ainsi jusqu'à tout récemment. Or là, le demi-marathon, c'est ce printemps. Oui, donc c'est le 8 avril. C'est relativement tôt. Ça va être une des premières courses de la saison. Oui, du calendrier. Elle va se tenir où? Le site de départ va être le même. Ça va suivre la rue Champlain. Le parcours actuellement, puis là, peut-être, bon, vous pourrez aller voir le site des courses thématiques pour avoir tous les détails, mais c'est prévu d'être un aller-retour le long de Champlain et Jean Talon, puisque le 8 avril, la bande du canal peut être relativement slotcheuse, boiteuse, etc. Donc voilà. Mais sinon, le 5 km... ça va être le même parcours, puis sinon, ça va être un aller-retour le long de Champlain. Mais pour le 26 km, lui, il va se faire à l'intérieur. Le 21. Le 21, pardon. Le 21 km va se faire donc à l'intérieur des limites de Saint-Jean et de Saint-Luc. Oui, tout à fait. Bon. Donc, et ça toujours va être très en partance du parc Beaulieu. Oui, exactement. Okay. Donc, le 8 avril, c'est un samedi, je présume? Oui. Donc, samedi, 8 avril, parc Beaulieu, demi-marathon. Vous attendez combien de participants? C'est une bonne question. Je pense qu'ils visent environ 2000-2500 personnes. Évidemment, ils s'attendent à avoir beaucoup de personnes qui étaient inscrits au demi-marathon des Érables à se réinscrire cette année. Fait intéressant pour la Fondation, tous les participants qui s'inscrivent aux 5 et aux 10 km, ça va être les événements Je bouge. Donc, il y a un 5 par inscription qui va venir à la Fondation. Donc, il y a quand même un 5 et un 10 kilos. Oui. Il y a toujours la course des enfants, un 5, un 10, un 21 km. Donc, c'est les mêmes distances, en fait, qu'on avait au défi Je bouge. Il n'y a pas de vélo, par contre? Le vélo est abandonné cette année. OK. Donc, ça, c'est la nouvelle mouture de ce qui s'en vient. En même temps, la Fondation a aussi d'autres activités bénéfices en cours d'année. Là, vous sortez du fameux sapin illuminé. Ça a rapporté combien, finalement? Environ 100 000 de profit net. Donc, très belle campagne. On est vraiment heureux. On a déjà commencé à travailler sur le projet de la prochaine année. Bon. Là, il y a le demi-marathon. Qu'est-ce qui va suivre par la suite? Bien, on a toujours notre spectacle d'humour. Les dates restent à être confirmées, mais organisé par Martin Vachon au courant du mois de juillet. Ensuite, on a notre tournoi de golf annuel au mois d'août. La course du commandant, qui est une course à obstacles qui s'adresse aux entreprises, donc une course en équipe qui va avoir lieu au mois de septembre. Au collège? Oui, au collège militaire. Et bien, après ça, on revient déjà... en décembre avec notre campagne de Noël. Bon, je me rappelle à la base, quand on avait lancé le défi Je bouge avec mon médecin, je me rappelle cette image-là m'avait frappé. À l'époque, Danielle Poulain était la directrice générale de la Fondation.
Puis la réflexion qui avait été faite à l'époque, c'est de dire, bien, on a l'impression, nous, la Fondation, que ce qu'on fait, c'est qu'on veut s'acheter un gros équipement, on lance une campagne, puis on l'achète, puis après ça, on passe à l'autre appareil. Et à l'époque, ce que la Fondation avait dit, c'est, dans le fond, pourquoi, au lieu d'acheter des équipements dans un but curatif, pourquoi on ne lance pas un événement qui va viser, dans le fond, les saines habitudes de vie et la prévention? C'était l'idée d'avoir le médecin dans le portrait. Oui. Donc, on est un peu avec un demi-marathon ou les courses de 5 ou 10 kilomètres. C'est un peu de continuer, de perpétuer aussi cette tradition de promouvoir les saines habitudes et pas juste, comme on dit, c'est important aussi, là, on comprend le principe de ramasser des sous pour acheter un gros scanner, mais on comprend que les fondations aujourd'hui ont un rôle aussi préventif. Oui, bien, évidemment, bouger, tout le monde, on s'accorde tous pour dire que c'est bon pour la santé, fait que c'est un lien direct. C'est aussi une raison pourquoi que la décision a été difficile à prendre, parce que c'était vraiment associé à la santé puis à la Fondation. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on continue de promouvoir avec notre association, avec cette course-là, avec la course du commandant qui incite vraiment les entreprises à développer des programmes sportifs aussi à l'interne puis venir faire bouger leur monde. Et il y a aussi d'autres initiatives qui ont lieu. L'année passée, il y avait des jeunes étudiants du cégep qui avaient organisé une course, un souffle pour la santé. Oui, je me rappelle. Ouais. Bien, cette année, c'est plus dans le cadre de leur parcours académique, mais ils ont aimé ça. Ils veulent revenir avec cette course-là. On a aussi des coureurs qui font le Bromont Ultra. Donc, c'est sûr que les activités physiques, toutes les courses de ce genre-là, c'est toujours à propos d'être associé avec Et puis là, nous. la Fondation, cette année, célèbre son 40e anniversaire. Exactement, oui. Donc, on va lancer les célébrations en mars prochain. Peut-être qu'on aura la chance de venir s'en parler de nouveau à ce moment-là. C'est quand même intéressant. Je me rappelle en 84, avec Norbert Gagnon, Marcel Boulanger et les autres, ça devait être temporaire, la Fondation. Oui, oui. Un an ou deux, Pour on l'achat ramassait d'un des scan. sous. Oui. Finalement, c'est comme l'impôt, finalement, ça. Il n'y a rien de moins temporaire qu'une fondation. Finalement, tout le monde y a pris goût, puis on est là 40 ans plus tard. Bien, exactement. Bien, ça, c'était les années où plusieurs autres fondations hospitalières ont commencé. Les gens se sont rendus compte que bien, si on est capable de se mobiliser, on peut amener des choses dans notre région, chez nous, à notre hôpital, qui était peut-être plus un hôpital pas de campagne, mais de bout de réseau. Bien, là, on voulait un scan, mais c'est encore la même chose aujourd'hui. Si on veut se payer des services à la fine pointe, si on veut aller plus loin que ce qui est offert pour notre communauté, bien, on se mobilise puis on se le paye. Alors, c'est ce qu'on a fait avec le Centre Mère-Enfant, avec l'unité de psychiatrie, puis avec l'ensemble des autres projets qu'on finance. On parle, les projets pour nos aînés en CHSLD. On a des CHSLD, mais comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le milieu de vie? Bien, en supportant des projets via la Fondation. Là, on est post-pandémie, puis évidemment, il n'y a plus les revenus du stationnement comme jadis, mais aujourd'hui, la Fondation Santé peut lever combien de sous dans une année? Bien, cette année, on vise en profit net, là, 1,5 million de dollars. Profit net? Oui, en profit net. Donc, ça va super bien. On a repris, en fait, ce qu'on a perdu du stationnement. Fait que je dirais qu'on est en bonne posture. Les gens sont au rendez-vous. La pandémie, ça a été très difficile au niveau des événements, mais on s'est rendu compte que la générosité des gens était toujours là. Fait que la façon de donner a changé. Ça va aussi un peu, tu sais, dans le sens de la décision qu'on a prise de laisser tomber cet événement-là. C'est plus nécessairement toujours ce que les gens recherchent pour être capable de donner à une fondation, de participer à un événement. Il y a d'autres façons. Julie Coupal, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On revient après ceci. Voilà le lancement d'une maison d'édition un peu unique, une maison d'édition fantastique. Ça s'appelle la Maison de la Sorcière. Avec nous, son éditrice, Charlotte Lemieux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Une maison d'édition, c'est une chose. Une maison d'édition fantastique, c'en est une autre. L'idée émane d'où?
Effectivement. En fait, je suis partie avec mes grandes passions dans la vie, qui est les arts, la littérature, le fantastique, mais aussi la touche de magie, d'ésotérisme même. Et puis, je crois que l'éducation est tellement importante dans la société. Et puis, on n'a jamais assez de beaux livres à partager. Est-ce qu'il existe ailleurs des maisons d'édition qui sont autant spécialisées ou si c'est quand même un projet, disons, très unique en soi? Est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose? Ou... Bien, non. En fait, ben, j'ai fait beaucoup de recherches, là, c'est sûr, sur tous les compétiteurs, mais généralement, les maisons d'édition sont assez variées. Oui. Peut-être ailleurs dans le monde, il y en existe quelque chose d'un peu plus précis, avec une entité plus élaborée. Mais quelque chose qui ressemble à ce que je fais, je n'en connais pas. Bon. Quelle tournure ça va prendre, ça, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? C'est quoi les objectifs que tu t'es fixés là-dessus? Je me suis fixée comme objectif vraiment l'éducation, mais aussi le partage. Hein? Puis, j'aimerais vraiment que mes livres voyagent afin de faire connaître des choses un petit peu plus uniques ou marginalisées, que ce soit dans le domaine de la nature, l'environnement, mais aussi le développement personnel, les contes, les légendes. Et puis, j'aimerais beaucoup apporter une touche, ben, en fait, j'ai déjà commencé, là, mais qui est axée sur redonner à des organismes. Okay. Ça, c'est vraiment important pour moi. Comme par exemple, le livre sur les oiseaux de proie va redonner à l'UQROP. Et je pense j'aimerais que chaque œuvre puisse redonner à un organisme qui a un peu la même vibe et le même esprit du livre. Et puis, je tiens à garder les valeurs environnementales, le concept qui est axé sur le développement durable. Pour moi, c'est très important. Donc, de ce que je comprends, tu es toi-même auteur ou autrice, là? C'est ça, non? Illustratrice, graphiste, éditrice maintenant. Donc, tu veux vraiment tout faire de A à Z dans ce projet-là? Bien, j'ai commencé comme ça, effectivement. Je suis une personne qui est très passionnée, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Je ne crois pas que je vais faire tous ces aspects-là toute ma vie. Effectivement, je vais devoir déléguer. Puis en même temps, ça me permet de partager avec d'autres. Je suis déjà en contact avec d'autres gens pour faire du travail avec des collaborateurs, justement, pour donner des œuvres encore plus uniques. Est-ce que tu souhaites aller chercher d'autres auteurs, pouvoir éditer d'autres auteurs, toujours un peu dans la même spécificité de la maison? Oui, je le souhaite. Est-ce que tu as déjà fait des recherches en ce sens? Oui, bien, effectivement, je suis déjà en contact avec d'autres gens, d'autres auteurs, puis des artistes aussi du Québec, là. Est-ce que c'est difficile de se partir une maison d'édition? C'est quoi les embûches qu'on rencontre? Sincèrement, oui. C'est quand même un projet d'affaires qui est fastidieux, c'est complexe, il y a tellement de choses à penser, à voir, à faire, puis sincèrement, la compétition, elle est féroce. On est dans un domaine où il y a beaucoup de choix. Et puis, on va se le dire, les livres se vendent le même prix qu'en 1989. Fait que... et pourtant, le coût de la vie augmente, on le sait. Puis, en plus de ça, les prix d'impression, de distribution, ils sont énormes. Donc, ça, c'est les plus grands enjeux qu'on rencontre. Puis, ça m'amène à réfléchir à toutes sortes de choses. Tu veux publier combien de livres ou combien par année? Ça va. Bien, c'est sûr que je me donne un objectif de quelques ouvrages parce que je pense que je m'inspire des petites maisons d'édition au Québec, publier moins, mais publier mieux. Oui. Donc, publier quelques ouvrages par année. Oui. Tu t'es trouvé un imprimeur? Oui, j'ai fait affaire avec un imprimeur à Sherbrooke et puis on verra par la suite si... Une fois qu'on imprime, après ça, il faut distribuer. Oui. Ça, c'est l'autre défi. Comment on rentre dans ce monde-là? Il y a beaucoup de maisons d'édition, comme je disais tout à l'heure, puis généralement, il y en a plusieurs qui distribuent des entreprises assez établies.
Moi, pour le moment, je suis encore en train de faire la vente par moi-même. Fait que c'est ça. Qu'en est-il du livre électronique dans tout ça? Parce que, bon, il y a la version papier, mais la version électronique aussi est demandée. C'est vraiment un bel objet, je pense. C'est pas tout le monde qui est intéressé à ça, mais il y a de la clientèle. Puis là, ben, le livre il est disponible sur Amazon. Donc, on peut également l'avoir en Ouais. version électronique. Bon, revenons justement à ce premier projet qui est un voyage avec les oiseaux de proie du Québec. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est l'histoire de Gary Lurubu qui nous fait faire un voyage au Québec avec les oiseaux de proie. Il nous les fait rencontrer et puis on en apprend sur eux. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur chacun des oiseaux, autant ceux qui sont qui vivent ici à l'année ou qui sont seulement visiteurs. OK. Puis, c'est un ouvrage que j'ai pas trouvé non plus dans les bibliothèques ou dans les archives ou quoi que ce soit au niveau de la jeunesse. J'en ai jamais trouvé. Puis, je trouvais ça important, en fait. Je me suis dit, ben ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans les oiseaux de proie? Ben j'ai une fascination pour ces oiseaux-là depuis très longtemps. Je trouve que leur énergie est spéciale. Ils sont mystiques, ils sont gracieux. Et puis, ce sont des oiseaux qui ont tellement été... Les gens ont peur un peu parce qu'ils ont quelque chose de vraiment mystérieux. Puis, moi, je les trouve magnifiques. Je les trouve super intéressants. Et j'ai voulu partager cette passion-là parce que j'aime beaucoup la nature, l'environnement. Et puis, c'est un organisme qui m'a beaucoup touchée. Je suis allée à Chouette-à-Voir, à Saint-Hyacinthe quelques fois. C'est tellement magique bien, comme c'est une place à endroit. voir, Puis, ça. vraiment, j'ai eu envie d'apporter ma passion des arts, de la littérature, puis pour partager aussi en lien avec ma passion pour la nature. Bon, mais tu es comme à la fois artiste et entrepreneur, On pourrait dire forcément. Du côté artiste aussi, tu as comme un personnage aussi Ouais. que tu entretiens. Qui est-il? Il ressemble à quoi, ce personnage-là? Oui, ben c'est Charlotte Mist, qui est mon nom d'artiste. Et puis, Charlotte Mist, c'est une sorcière bienveillante qui veille à faire le bien autour d'elle, à partager. Elle aime créer, elle aime s'entourer de beau, elle aime aider les autres. Et puis, Mist, bien, c'est mon chat noir. OK. Pourquoi une sorcière et pourquoi une sorcière gentille? Et moi, j'ai toujours trouvé que la sorcière, c'était un archétype qui m'inspirait parce qu'elle a tellement été représentée par des femmes marginalisées ou des femmes indépendantes qui voient la vie autrement, qui sont rebelles en quelque part. J'ai fait énormément de recherches historiques sur l'histoire des sorcières. Et puis, en fait, il y a eu beaucoup de peurs qui ont régné autour de ça. Ouais. Tu sais, les inquisiteurs, tout ça, c'est fascinant de voir autant de haine. Puis, moi, quand j'étais petite, je regardais les films. Bon, je m'associais pas nécessairement à la princesse parce que je trouvais que c'était un peu exagéré ou un peu trop... Puis je m'associais pas nécessairement avec la sorcière méchante non plus. Tu sais, c'est deux opposés qui sont... tellement, c'est ça, le blanc et le noir. Puis la vie, c'est pas comme ça. Et moi, j'ai eu envie de créer mon personnage de sorcière qui est entre les deux. Qui visite l'obscurité, mais la lumière aussi. Qui aime le brillant, les paillettes, la beauté, mais aussi qui est capable d'aller dans la nuit. Comment les enfants réagissent à ça? Parce que souvent, à tort ou à raison, comme parents, on entretient peut-être le paradigme qu'une sorcière, Ouais. c'est noir, c'est méchant et tout ça. Ouais, je Comment comprends. arrives-tu, toi, à faire passer le fait que cette sorcière-là, elle est gentille? Ben, avec de mon expérience, comment que je me présente auprès des enfants, je pense que ça se fait tout seul. Je pense que l'énergie, c'est fluide. Puis avec les enfants, j'ai toujours adoré les enfants. Le contact se fait facilement chez moi, avec eux. Puis donc, ça connecte naturellement. Puis je pense que c'est l'idée de peut-être, oui, le mystère, un peu ajouter le grandiose, mais en même temps, le sourire, hein, la présence. Donc, au-delà de lancer une maison d'édition, d'avoir ton personnage, donc le volet plus artistique, le volet entrepreneur, qui est celui de l'éditrice, mais c'est aussi ce projet, de ce que j'en comprends,
qui vise à être très éducatif, ludique, Oui. Tourné vers les enfants, peut-être avoir même des ateliers de lecture ou Oui. de ce genre-là. Donc, tu veux vraiment tomber dans cette sphère-là de redonner Oui. vers les enfants, entre autres, là, vers le Oui. public. Là. Oui, je veux redonner beaucoup au niveau des jeunes, mais aussi peut-être éventuellement les moins jeunes et l'environnement. Et puis, je compte apporter d'autres activités, vraiment une sphère plus élargie. La Maison de la sorcière, en fait, c'est une entité entrepreneuriale, mais il va y avoir d'autres volets éventuellement aussi, là. Parce que je pense que une sorcière, justement, c'est très versatile, ce n'est pas limité. Ouais. Une drôle de question, mais est-ce que tu as fondé ta maison d'édition parce que tu n'arrivais pas à trouver une maison d'édition pour toi-même qui te satisfaisait pleinement? Moi, je l'ai déjà vécu ici avec des invités qui disaient, bien finalement, je ne me suis pas trouvé de maison d'édition, donc j'ai créé ma propre maison. Ah, c'est une bonne question. En fait, j'ai fait plusieurs recherches, oui, Ouais. au niveau des maisons d'édition, mais j'ai pas partagé mes œuvres avec d'autres gens encore. OK. Je l'ai pas essayé. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être mon côté entrepreneur qui a pris le dessus, Ouais, c'est ça. mais qui sait, peut-être, on ne sait pas. Et le prochain projet qui s'en vient est lequel? C'est sûr que, comme je disais, il y avait C'est la les oiseaux suite. de proie, Ouais. les oiseaux diurnes, pardon. Ouais. Et puis après ça, il va en avoir d'autres. Ça, c'est des petits secrets. Alors, la maison d'édition, la maison de la sorcière et son éditrice Charlotte Mist ou Charlotte Lemieux, si vous préférez. Donc, un premier ouvrage, mais les autres vont suivre éventuellement. Un gros merci. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Très important, si vous avez des arbres sur votre terrain, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a profité d'une mise à jour de sa réglementation. Dorénavant, vous devez demander un permis pour abattre des arbres, même à l'arrière de votre propriété. C'était déjà le cas en façade, mais là, c'est le cas également à l'arrière. Il y a toute une série de détails. Vous pouvez aller voir ça sur le site Internet de la Ville. À demain. Bye bye.